Je me tenais devant la maison de mon père la veille de Noël, le regardant à travers la vitre givrée alors qu'il riait, portait un toast avec un verre de bourbon et tendait à mon frère un cadeau magnifiquement emballé, tout en prétendant que je n'existais pas. Mon camion était garé tout au bout de l'allée, phares éteints, moteur silencieux. J'avais conduit 2 heures dans la neige avec pour seul bagage l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, le SMS que j'avais reçu était un malentendu. Ce n'était pas le cas. À l'intérieur, ma famille, mon père, ma belle-mère, mon frère Evan, et même quelques voisins, étaient assis autour de la table sous de chaleureuses lumières jaunes. Un jambon rôti, de la purée de pommes de terre, des gratins, la totale. Mon père découpait le jambon avec le même vieux couteau à manche en bois que ma mère adorait. Mais il n'y avait pas d'assiette supplémentaire, pas de chaise vide en attente, aucun signe que quiconque dans cette maison se souvenait qu'ils avaient un autre enfant, moi, la fille qui avait passé les Noëls précédents déployée à l'étranger, la fille qui envoyait de l'argent à la maison quand papa avait perdu son emploi, la fille qui avait payé la cure de désintoxication d'Evan à 2 reprises, la fille qui répondait présente à chaque fois qu'on le lui demandait, jusqu'à ce soir où l'on ne voulait plus d'elle. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement comment tout cela a commencé. 3 jours plus tôt, je m'étais réveillée avant le lever du soleil avec un message de groupe de papa. Le repas de Noël est réservé à la famille intime cette année. Tout le monde connaît déjà le programme. Tout le monde, sauf moi. Il n'y a pas eu de message de suivi, pas d'explication, juste le silence. Au début, j'ai pensé qu'il voulait peut-être dire autre chose, qu'il l'avait peut-être mal formulé, qu'il avait peut-être un de ces matins grincheux qui lui arrivaient parfois depuis le décès de maman. Alors, je l'ai appelé, directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé, directement sur la messagerie vocale. Dans l'après-midi, j'ai finalement reçu une réponse d'une ligne. Ne rends pas les choses difficiles, Olivia. Nous en avons déjà discuté. Sauf que nous n'avions discuté de rien. Pas un mot. J'ai fixé l'écran, la poitrine serrée. J'ai répondu « Papa, discuter de quoi? Je prends l'avion pour rentrer le 23. » Il n'a pas répondu. J'ai attendu toute la journée. Rien. Ce soir-là, ma belle-mère, Linda, a finalement envoyé un message. Cette année, c'est seulement la famille intime. C'est mieux si tu ne viens pas cette fois-ci. Ne le prends pas personnellement. Ne le prends pas personnellement. Ces mots m'ont hanté. Ils m'ont tranché comme un rasoir. J'ai essayé de comprendre comment mon propre père pouvait décider que Noël, une chose sacrée pour les Américains de sa génération, serait mieux sans sa fille. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être pensait-il que je serais trop fatiguée par mes cours de droit. Peut-être qu'Evan avait prévu quelque chose de spécial. Peut-être voulait-il une petite réunion. Mais rien de tout cela ne semblait juste. Parce qu'au fond, sous toutes les excuses que j'essayais d'inventer pour eux, je connaissais la vérité. Mon père pensait que je n'avais plus ma place parmi eux. Plus Noël approchait, plus je me sentais agitée. Je pouvais entendre la voix de ma mère dans ma tête. Elle disait toujours « La famille te brise parfois le cœur, mais tu continues à répondre présente. C'est à ça que ressemble l'amour. » Alors, j'ai répondu présente. La tempête de neige n'était pas trop violente, juste des flocons tourbillonnants et un vent glacial de décembre qui balayait les plaines du Colorado. J'ai conduit sur la route familière pour rentrer à la maison, passant devant les vieux silos à grains et l'église où avaient eu lieu les funérailles de maman. Chaque kilomètre semblait plus lourd. À chaque kilomètre, je répétais la façon dont papa ouvrirait la porte, réaliserait qu'il avait fait une erreur, me serrerait dans ses bras et rirait du malentendu. Mais quand je me suis garée et que j'ai marché vers la maison, je n'ai vu ni surprise ni culpabilité dans ses yeux. Je n'ai vu aucune reconnaissance du tout. Je n'étais même pas une ombre sur sa conscience. Il a levé un verre vers Evan comme pour porter un toast. Evan a ri, la tête en arrière. Papa lui a tapé sur l'épaule, fier, présent, chaleureux. Et c'est là que ça m'a frappé. Si fort que j'ai dû m'appuyer sur la rambarde. Il a choisi ça. Il a délibérément choisi un Noël sans moi. J'aurais pu frapper.
J'aurais pu entrer et forcer les choses. Mais quelque chose au fond de ma poitrine s'est brisé silencieusement, nettement, comme un os qui cède enfin après des années de pression. Je suis retournée à mon camion et je me suis assise au volant dans une immobilité totale. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai juste fixé la maison, la douce lueur de ces lumières brouillées par les flocons de neige qui dérivaient devant le pare-brise. J'ai murmuré. D'accord. Si vous ne voulez pas de moi là-bas, je n'y serai pas. J'ai conduit jusqu'à un petit restaurant routier près de l'autoroute 84, celui avec les lumières de Noël qui clignotent de façon inégale. Je me suis assise au comptoir, j'ai commandé une part de tarte aux noix de pécan et un café noir, et j'ai regardé les familles entrer, les enfants bruyants d'excitation, les grands-parents emmitouflés dans des écharpes, les couples portant des cadeaux. Le monde semblait chaleureux pour tout le monde, sauf pour moi. C'est à ce moment-là, assise sur cette banquette avec une part de tarte que je ne pouvais pas finir, que j'ai pris une décision silencieuse, une décision qui allait complètement changer le prochain chapitre de ma vie. Si mon père ne voulait pas de moi chez lui, je construirais ma propre maison. Un endroit d'où personne ne pourrait m'exclure, un endroit où personne ne pourrait décider que je n'y avais pas ma place. Un endroit qui m'appartiendrait entièrement et indiscutablement. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé une recherche que je n'aurais jamais pensé taper, propriété de ranch à vendre dans le Montana. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Le vol pour le Montana était bon marché et exigu. Mais alors que je regardais les montagnes enneigées défiler sous l'aile, un mot n'arrêtait pas de me venir à l'esprit. Possibilité. Une semaine plus tôt, j'étais dans un restaurant routier solitaire la veille de Noël, prétendant qu'une tarte aux noix de pécan pouvait combler le vide laissé par ma famille. Maintenant, j'étais sur un vol aller simple vers le nord, parce que si mon père ne voulait pas de moi à sa table, j'allais construire la mienne. J'avais passé des nuits à faire défiler des annonces immobilières, des ranchs saisis, des maisons appartenant à des banques, des endroits qui avaient besoin de travaux. Je ne cherchais pas la perfection. Je cherchais quelque chose qu'on ne pourrait pas m'enlever avec un simple SMS. L'agent immobilier qui m'a accueilli au minuscule aéroport était une femme d'une soixantaine d'années, nommée Carole. Cheveux gris, poignée de main ferme, le genre de regard franc que l'on obtient de quelqu'un qui a passé sa vie à faire face aux intempéries, aux banques et aux gens. « Vous devez être Olivia », a-t-elle dit. « Vous aviez l'air sérieuse au téléphone. La plupart des gens disent qu'ils envisagent d'acheter un terrain. Vous aviez l'air d'avoir déjà décidé. » « C'est le cas, » ai-je dit. « Je ne suis pas ici pour faire du lèche-vitrine. » Elle a fait un petit signe de tête approbateur. « Bien. Il fait trop froid pour perdre du temps avec des gens qui veulent juste prendre des photos pour les réseaux sociaux. » Nous avons quitté la ville, passant devant des maisons modestes et de vieux silos à grains, puis dans la campagne ouverte, juste des champs, des pins et le ciel. Carole a parlé des hivers, des pluies, des clôtures et des voisins qui se pointaient avec un chasse-neige quand votre camion refusait de démarrer. « Vous avez de la famille par ici ?» a-t-elle demandé après un moment. « Pas vraiment, » ai-je répondu. « Je cherche juste un endroit pour planter mes propres racines. » Elle m'a jeté un coup d'œil, mais n'a pas insisté. Les personnes plus âgées ont le talent de reconnaître la douleur et de lui laisser de l'espace. Nous avons tourné dans une longue allée de gravier avec une boîte aux lettres de travers et un panneau effacé sur la clôture qui disait « Carter Ridge Ranch, fondé en 1974 ». « Carter » ai-je murmuré. « Vous n'aviez pas mentionné ça. » Carole a souri. « Vous avez dit que c'était votre nom de famille. » J'ai pensé que c'était peut-être un signe. La maison n'était pas luxueuse. Un étage, un grand porche, une vieille balancelle, un toit qui avait besoin d'être rafistolé. Une grange usée par les intempéries penchait un peu, comme un vieux vétéran qui se tenait encore debout, mais qui était fatigué. Le genre d'endroit que la plupart des jeunes font défiler sans s'y arrêter. Pour moi, ça ressemblait à une grande bouffée d'air frais. « Elle a été saisie il y a quelques années », a dit Carole. La famille a traversé des moments difficiles. Les banques ont gardé la main dessus. 40 acres,
un peu de bois, des droits d'eau. Ça nécessite des travaux, mais la structure est bonne. Je suis sortie de la voiture. L'air froid a transpercé mon manteau, mais ça sentait le propre. Le pin, la neige, une lointaine fumée de bois. Pas de circulation, pas de téléviseur de voisin, juste le vent, le grincement de la balancelle et ma propre respiration. À l'intérieur, la maison sentait la poussière et le vieux bois, des sols éraflés, des placards usés, du papier peint délavé. Mais le salon avait une grande cheminée en pierre, et il y avait une grande fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine qui donnait sur un champ ouvert et une ligne d'arbres sombres. Je me suis tenue devant cette fenêtre, et j'ai imaginé quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu. Des fêtes de fin d'année où je n'avais pas besoin d'attendre pour savoir si j'étais invitée. Un sapin parce que j'avais choisi de l'installer. Une marmite de ragoût sur le feu. Peut-être un chien endormi dans un coin. Le calme. Pas le vide, juste le calme. Pas de papa faisant des blagues sournoises sur mon service militaire. Pas de frère boudant sur la dureté de sa vie. Juste un endroit où je pouvais exister sans m'excuser. Je le prends, ai-je dit. Carole a cligné des yeux. Vous ne voulez pas y réfléchir, au moins voir les chambres? Si la structure est saine et que le puits est bon, je ne ferai pas demi-tour, ai-je répondu. J'ai assez réfléchi. Elle m'a observé un instant, puis a hoché la tête. Mon mari est revenu du Vietnam et a fait presque la même chose, a-t-elle dit. Il a acheté un terrain avant d'acheter des meubles. Il disait qu'il en avait marre que d'autres décident de sa place. Je comprends tout à fait, ai-je dit. Les inspections se sont déroulées rapidement. Des années de logement sur des bases militaires et de déploiements difficiles m'avaient donné un bon œil pour repérer ce qui allait s'effondrer et ce qui allait tenir. Les fondations étaient solides. Le toit avait besoin de quelques travaux, mais pas d'être remplacé, et l'eau du puits était claire. Les clôtures étaient inégales, mais on peut réparer une clôture un poteau à la fois. Le prix était suffisamment bas pour me faire hausser les sourcils. La banque veut juste s'en débarrasser, a dit Carole. Ce ne sont pas des gens sentimentaux. En un mois, les papiers étaient signés. Mon nom, Olivia Carter, figurait seul sur l'acte de propriété. Pas de co-signataire, pas de mention « et famille », juste moi. La première fois que j'ai tourné sur cette route de gravier en sachant qu'elle m'appartenait, quelque chose a changé dans ma poitrine. J'avais toujours eu des endroits où dormir, des casernes, des appartements, des chambres d'amis, mais ils étaient tous temporaires, tous dépendants des règles de quelqu'un d'autre. Cette terre ne répondait qu'à moi. La marine en moi a commencé à dresser une liste de contrôle mental. Les serrures étaient moins vieilles, je les ai remplacées. J'ai installé des lumières à détecteur de mouvement le long de l'allée et près de la grange. J'ai acheté un système de caméras simple et j'en ai installé une au portail, une à la porte d'entrée et une qui surveillait le champ arrière. Pas parce que j'avais peur, mais parce qu'il est difficile de se défaire d'une habitude. On sécurise son périmètre. On sait qui arrive. Quelques jours plus tard, alors que j'étais sur une échelle en train de régler la caméra du Porsche, un SUV blanc du comté s'est garé dans l'allée. Un grand homme d'une soixantaine d'années en est descendu, le chapeau enfoncé sur la tête, la posture droite malgré son âge. « Bonjour », a-t-il lancé. « Vous êtes Olivia Carter ?» « Oui, monsieur », ai-je dit en descendant de l'échelle. « Quelque chose ne va pas ?» Il a secoué la tête. « Rien ne va pas. Je m'appelle Walt Hensley. Je suis le shérif du coin. J'aime bien savoir qui vit dans l'ancienne propriété des Carter. » « Et les gens n'arrêtent pas de l'appeler comme ça, » ai-je dit. « Je ne pense pas être apparenté à ces Carter-là. » Il m'a jaugé du regard. « Vous êtes militaire ?»« Le corps des Marines, » ai-je dit. « Je travaille maintenant dans le domaine juridique. » Un sourire a plissé son visage buriné. « Je m'en doutais. Vous vous tenez comme si vous attendiez que quelqu'un commence un briefing. Bienvenue dans le quartier Marine. »« Merci, shérif. » Il a fait un signe de tête vers les caméras. « Bonne idée. La Terre fait ressortir le meilleur et le pire dans les familles. Vous possédez quelque chose, et des gens dont vous n'avez jamais de nouvelles se souviennent soudainement de vous. » Je lui ai fait un petit sourire entendu.
J'en ai déjà vu un aperçu. À l'époque, j'ai pris ces paroles comme une sagesse générale. Plus tard, elles sonneraient comme un avertissement auquel j'aurais dû prêter plus d'attention. Les semaines suivantes ont été simples, d'une manière que ma vie n'avait plus connue depuis des années. Je conduisais en ville pour les courses et la quincaillerie, saluant d'un signe de tête les mêmes hommes âgés qui se réunissaient au restaurant tous les matins pour se disputer sur la météo et la politique. J'ai sorti des vieilleries de la grange, réparé les pires poteaux de clôture, et j'ai appris le son du vent lorsqu'il traversait les arbres la nuit. Je me couchais courbaturée mais satisfaite. Pas de SMS de mon père tard dans la nuit pour me demander de l'argent. Pas de culpabilisation. Plus besoin de me demander si je serais invitée à quoi que ce soit. Juste le grincement de la maison qui se tasse et le doux bourdonnement du chauffage. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Environ 3 semaines après mon emménagement, un courrier est arrivé avec un autocollant jaune de réexpédition. Le nom d'origine sur l'enveloppe n'était pas le mien. Monsieur Daniel Carter. J'ai failli écrire Retour à l'expéditeur. Puis le nom de famille m'a fait hésiter. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une courte lettre d'un petit cabinet d'avocats et un fil d'emails imprimés. La lettre mentionnait la saisie de la propriété du ranch et le fait que votre client, Monsieur Evan Carter, n'a pas respecté le délai de financement. J'ai relu cette ligne 2 fois. Monsieur Evan Carter. Le prénom de mon frère, mon nom de famille, lié à une tentative ratée d'acheter la terre même sur laquelle je me trouvais. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine le champ enneigé et la sombre ligne d'arbres. J'avais cru mettre des centaines de kilomètres entre moi et le chaos de ma famille. Et pour la première fois, une pensée glaciale s'est glissée en moi. Et si cet endroit n'était pas aussi éloigné d'eux que je le pensais? Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit où j'ai trouvé cette lettre, le nom de mon frère imprimé dessus, comme si un fantôme de mon ancienne vie s'était glissé sous ma porte. Evan n'avait jamais montré le moindre intérêt pour le travail de la terre, ou pour quoi que ce soit qui nécessitait un engagement. L'idée qu'il essaie d'acheter un ranch donnait l'impression de lire l'histoire d'un inconnu, mais la lettre était réelle. La saisie immobilière était réelle. Et la propriété qu'il avait essayé en vain d'acheter était bel et bien celle que je possédais désormais. Pendant les 2 jours qui ont suivi, j'ai continué à me dire de ne pas tirer de conclusions hâtives. C'était peut-être une coïncidence. Carter n'était pas un nom de famille inhabituel. Ce n'était peut-être pas mon Evan. Mais le doute persistait comme une fuite lente dans un pneu. Ce vendredi matin, alors que je dégageais de vieilles planches de la grange, mon téléphone a vibré. Quand j'ai vu le nom sur l'écran, je me suis figée. Papa. Je n'avais pas entendu sa voix depuis avant Noël. Mon pouce est resté suspendu au-dessus du bouton de réponse, et pendant une seconde entière, j'ai envisagé de laisser sonner. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. J'avais passé des années à être l'enfant qui décrochait, la fille fiable, celle qui ne laissait jamais un appel sans réponse. J'ai dégluti et appuyé sur accepter. Salut, papa. Olivia, a-t-il dit comme s'il parlait en fronçant les sourcils. Tu as acheté une propriété. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Et la façon dont il a dit le mot propriété, comme s'il avait un goût amer, m'a noué l'estomac. Les nouvelles vont vite, ai-je dit légèrement. Oui, c'est fait. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? A-t-il exigé. Je suis sortie de la grange, laissant l'air vif de l'hiver me stabiliser. Parce que je voulais un endroit à moi. Il a expiré brusquement, le genre de soupir frustré qu'il poussait quand les factures étaient en retard ou que le match de football se passait mal. Tu aurais dû m'en parler d'abord. Cela m'a abasourdi. T'en parler, papa? Tu ne m'as même pas invité à Noël. C'est différent, a-t-il rétorqué, et nous ne discutons pas de ça. Nous en discutons absolument, ai-je dit. Tu m'as exclu d'une fête de famille sans explication. Tu n'as pas le droit de faire semblant d'être confuse parce que j'ai pris une décision concernant ma propre vie. Silence. Un silence épais et bouillonnant. Puis, très bien, peu importe. Mais Evan a besoin d'une maison. Il a eu une année difficile et cette histoire dans le Montana est exactement le nouveau départ qu'il mérite.
J'ai senti un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. Cette histoire dans le Montana. Il s'est raclé la gorge. Tu sais de quoi je parle? Evan essayait d'acheter des terres là-bas. Des terres familiales, une propriété qui devrait légitimement rester au nom des Carter. J'ai serré le téléphone plus fort. Papa, es-tu en train de dire qu'Evan a essayé d'acheter ce ranch? Eh bien sûr qu'il l'a fait, a aboyé papa. Et si tu ne t'étais pas précipité, j'ai fermé les yeux. Papa, ce ranch a été saisi. Ce n'était pas ta terre. Ce n'était pas celle d'Evan. Ce n'était la propriété familiale de personne. Elle aurait dû l'être, a-t-il crié. Evan a parlé de ce ranch pendant des mois. Il disait qu'il y voyait un avenir. Il disait qu'il s'y sentait connecté. Et puis toi... Et puis moi, quoi? Ai-je demandé calmement. J'ai acheté quelque chose pour lequel il ne remplissait pas les conditions, quelque chose qu'il ne pouvait pas financer, quelque chose que je ne savais même pas qu'il voulait. La voix de papa s'est durcie. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas? L'absurdité de cette déclaration m'a presque fait rire. Papa, comment pourrais-je prendre quelque chose dont je ne soupçonnais même pas l'existence? Je n'ai pas acheté ça pour contrarier qui que ce soit. Eh bien, tu l'as acheté, a-t-il dit. Et maintenant, Evan n'a plus d'option. Je me suis frotté le front, le pouls s'accélérant. Papa, Evan n'a jamais eu d'option parce qu'il refuse de s'en créer lui-même. Ça suffit, a-t-il rétorqué. C'est ton frère. Tu es censé l'aider. Je l'ai aidé, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Plus de fois que je ne peux compter. C'est juste que tu ne te souviens pas de cette partie. Il l'a complètement ignorée. Écoute, Olivia, sois juste raisonnable. Vends le ranch à Evan ou cède-lui une partie. N'importe quoi. Il le mérite. Non, ai-je dit, calme et catégorique. Papa a inspiré brusquement comme si je l'avais giflé. Non? Après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai failli faire tomber le téléphone. Après tout ce qu'il avait fait. Des souvenirs ont traversé mon esprit. Des déploiements sans un seul colis de réconfort. Des anniversaires oubliés. Mes frais de scolarité en droit, payés en grande partie par mes propres économies ramenées d'Afghanistan. Papa, ai-je dit doucement, ne m'appelle plus, à moins que ce ne soit pour t'excuser. Puis j'ai raccroché. Je suis restée là un long moment, à écouter le vent vide souffler à travers les branches nues. Mes mains tremblaient. Je ne savais même pas si c'était de la colère ou du chagrin. Probablement les deux. Plus tard dans l'après-midi, le shérif Walt est passé par là, m'a vu fendre du petit bois et abaisser sa vitre. On dirait que vous vous battez avec le bois, au lieu de le couper, a-t-il observé. Juste un long appel téléphonique, ai-je dit. Il a penché la tête. La famille? Malheureusement. Il est sorti et s'est appuyé contre la clôture. Les familles sont des choses amusantes. Certaines personnes pensent que le sang leur donne des droits. Ce n'est pas le cas, surtout quand il s'agit de terre. J'ai hésité, puis je lui ai tout raconté. La lettre de saisie, l'appel de mon père, la tentative d'Evan d'acheter la propriété. Walt a hoché la tête lentement. Ça explique quelque chose. Quoi? La caméra de votre portail a capturé 2 personnes à l'entrée tard la nuit dernière. Il a soulevé son téléphone et m'a montré un arrêt sur image. La qualité était granuleuse mais indubitable. Papa et Evan. J'ai senti mon estomac se nouer. Quoi? Que faisait-il? Ils auraient aimé que j'ai pu juste regarder, a-t-il dit d'un ton neutre. Ils auraient aimé que j'ai pu prendre des photos. Ils auraient aimé que j'ai pu essayer de trouver un moyen d'entrer. Le froid semblait maintenant s'être infiltré sous mes côtes. Je ferai des patrouilles un peu plus souvent, a dit Walt. Et Olivia, assurez-vous que vos serrures sont bonnes. Elles le sont, ai-je murmuré. Le lendemain, je suis allée en ville pour vérifier les registres cadastraux du comté, une chose dont ma formation juridique avait fait une seconde nature. Quand j'ai tapé mon numéro de parcelle dans la base de données, plusieurs documents liés sont apparus, et l'un d'eux m'a presque coupé le souffle. Une proposition de développement immobilier, une proposition qui avait échoué, soumise des mois plus tôt. Propriétaire du dossier, Evan Carter.
Il avait prévu de construire des chalets, des unités de location. Il avait versé un acompte qu'il ne pouvait pas maintenir. Apparemment, il s'était vanté en ligne d'avoir une affaire foncière en préparation. Papa l'avait cru sur parole, et maintenant, dans leur esprit, c'était moi qui faisais obstacle. J'ai quitté le bureau le cœur battant à tout rompre. Je me suis dit que papa et Evan allaient se calmer, que les gens disent des choses stupides sous le coup de la colère, que rien d'autre ne se produirait. Mais je n'y croyais pas totalement. Quand je suis rentrée, je suis restée sur mon porche à regarder la terre enneigée. Ma terre. Calme, paisible, la mienne. Mais pour la première fois, le silence ne semblait pas paisible. On aurait dit qu'une tempête se préparait juste au-delà de la lisière des arbres. Je me suis réveillée avant l'aube le lendemain matin, sursautant sous le bourdonnement strident de mon téléphone, des alertes de mouvement provenant de la caméra du portail. Au début, à moitié endormie, j'ai pensé qu'un wapiti s'était peut-être approché de trop près ou que le vent avait secoué une branche. Mais quand j'ai ouvert l'application et que le flux en direct s'est chargé, mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Des phares, plusieurs paires de phares, juste devant mon portail. J'ai bondi hors du lit, j'ai enfilé des bottes et une veste, et je me suis dirigée à pas de loup vers la fenêtre qui donnait sur l'allée. Le ciel à l'est commençait à peine à grisonner, mais en bas de la longue route de gravier, je pouvais voir des silhouettes s'affairer autour de la lueur d'une lampe de poche, ainsi que les contours d'une camionnette. J'ai zoomé sur le flux de la caméra. Papa, Evan, ma belle-mère, Linda, un homme en doudoune tenant un porte-bloc, on aurait dit un agent immobilier, et un autre homme agenouillé près de mon portail avec un sac à outils. Un serrurier. Ma bouche s'est asséchée. Ils n'étaient même pas là pour parler. Ils n'étaient pas là pour me rendre visite. Ils étaient là pour prendre quelque chose. J'ai appuyé sur le contact du shérif Walt. Il a décroché à la moitié de la première sonnerie. Shérif Hensley. Walt. C'est Olivia. Ils sont là. Ma famille. Ils ont amené un agent immobilier et un serrurier. Un bref silence. Est-ce que quelqu'un essaie de passer le portail? Ils y travaillent, ai-je dit, regardant le serrurier poser son sac. J'arrive, a-t-il dit immédiatement. Restez à l'intérieur. Ne les affrontez pas seuls. Je ne le ferai pas, ai-je dit, même si une part de moi voulait sortir en trombe et exiger des réponses. Et appelez Rachel, a-t-il ajouté, votre amie du JAG. J'ai raccroché et composé le numéro de Rachel Monroe, le capitaine Monroe, servant maintenant au sein du JAG à Fort Harrison. Elle n'était pas seulement mon mentor. Elle était la personne qui m'avait poussé vers l'école de droit après avoir quitté le service actif. Quand elle a répondu, sa voix était calme, posée, presque apaisante. Olivia, respire. Dis-moi exactement ce qui se passe. J'ai expliqué dans un murmure, faisant les 100 pas dans mon salon, gardant les yeux fixés sur la caméra du portail. Elle n'a pas paniqué. Enregistre tout. N'ouvre pas ce portail. Le shérif Hensley gérera le contact initial. Je me dirige vers là-bas. Rachel, c'est de la folie, ai-je dit. Ils agissent comme si la terre leur appartenait. Le sentiment d'être dans son bon droit rend les gens audacieux, a-t-elle répondu. Mais la loi est de ton côté. Fais-lui confiance. Sa constance m'a ancrée, mais mes mains tremblaient toujours alors que je la mettais sur haut-parleur et regardais la caméra. Papa faisait de grands gestes vers la propriété, agitant les bras comme s'il faisait une visite guidée. L'agent immobilier hochait poliment la tête, mais avait l'air mal à l'aise. Linda serrait la lanière de son sac à main des deux mains. Evan faisait les 100 pas, comme s'il attendait une récompense. « C'est la maison juste là, » a dit papa, sa voix à peine audible à travers le flux. « Elle ne vit pas ici. Elle l'a juste achetée pour nous contrarier. » Nous contrarier, c'est ça? Le serrurier s'est essuyé les mains et s'est agenouillé devant le clavier. J'ai entendu le faible cliquetis métallique des outils. Linda a murmuré quelque chose à papa. Il a rétorqué « Elle n'est même pas là. Linda, elle est partie faire je ne sais quoi comme les militaires font.
Les serrures ne devraient pas poser de problème. J'ai senti quelque chose de brûlant monter derrière mes yeux. Colère, humiliation, incrédulité. Ils essayaient de m'effacer. J'ai repositionné l'angle de la caméra. Evan frappait sur le portail en criant « Olivia, nous savons que tu es partie. Arrête de faire semblant d'être la propriétaire. » J'ai dégluti difficilement. Ma voix a tremblé alors que je murmurais à Rachel. Il est en train d'enfoncer le portail. Il essaie vraiment de le prendre. Il ne le peut pas, a-t-elle dit, et il ne le fera pas. Walt est presque là. Comme sur un signal, un SUV du comté est apparu au loin, ses phares rebondissant le long de la route couverte de givre. Papa ne l'a pas remarqué jusqu'à ce qu'il ralentisse pour s'arrêter derrière eux. Walt en est descendu, le chapeau bas, la posture calme mais indéniablement autoritaire. « Bonjour tout le monde », a-t-il lancé. Papa s'est raidi. « Shérif, content que vous soyez là. Nous essayons juste d'aider ma fille. Elle est confuse. Elle a acheté un terrain qui n'est pas à elle. J'ai failli m'étouffer. » Walt a croisé les bras. « Monsieur Carter, c'est une propriété privée. À moins que vous ne soyez le titulaire de l'acte de propriété, vous commettez une intrusion. » Papa s'est moqué. « C'est une propriété familiale. Il y a eu un malentendu. » « Le seul malentendu, » a dit Walt d'un ton neutre, « c'est l'idée que vous pouvez amener un serrurier pour forcer l'entrée. » Le serrurier s'est levé d'un bond. « Monsieur, ils m'ont dit qu'ils avaient l'autorisation. »« Ce n'est pas le cas, » a dit Walt. « Remballez vos outils. » L'homme n'a pas discuté. Il a fourré son équipement dans sa camionnette aussi vite qu'il a pu. L'agent immobilier s'est raclé la gorge. « Monsieur Carter, peut-être devrions-nous… » Papa s'est retourné vers lui. « Ne commencez pas. Vous avez dit que vous la mettriez en vente aujourd'hui. » « J'ai dit, » a corrigé doucement l'agent immobilier, « que je regarderais la propriété, en supposant que les documents juridiques étaient clairs. Il semble que ce ne soit pas le cas. » Walt s'est approché, la main reposant légèrement sur sa ceinture. Pas menaçant, juste présent. « J'ai besoin que vous vous éloigniez tous du portail. » Evan a ricané. « Ou quoi? Vous allez nous arrêter pour être restés debout ici? » « Si vous cassez ce portail ou tentez d'entrer à nouveau sur la propriété, » a dit Walt, le ton maintenant indéniablement sérieux, « je vous arrêterai. » Papa s'est gonflé, des plaques rouges s'étendant sur ses joues. « C'est ridicule. Ma fille est instable, elle a besoin d'une intervention, pas d'un wrench. » J'ai en fait ri, amèrement, doucement, derrière mes rideaux. La voix de Rachel a murmuré depuis le haut-parleur de mon téléphone. « Quand tu seras prête, sors calmement. » Mon cœur battait à tout rompre alors que j'ouvrais la porte d'entrée et sortais dans le froid. Le crissement de la neige sous mes bottes a résonné comme un coup de feu dans le matin calme. J'ai marché le long du chemin de gravier vers le portail, chaque pas régulier, délibéré. Quand papa m'a finalement vu approcher, sa mâchoire est tombée comme s'il avait vu un fantôme. « Olivia » a-t-il dit, la voix brisée. « Tu pensais que je n'étais pas là ?» ai-je dit doucement. « Tu pensais pouvoir prendre ma maison ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Evan a marmonné. « Nous pensions que tu étais déployé. » « Je ne le suis pas, » ai-je dit. « Et même si je l'étais, cette terre serait toujours la mienne. » Linda s'est avancée faiblement. « Nous essayons juste d'aider Evan. Il a besoin d'un endroit. » « Ce dont il a besoin, » ai-je dit calmement, « c'est de prendre ses responsabilités. » Le visage de papa s'est tordu. Espèce d'ingrate. « Ça suffit. » Walt est intervenu sèchement. « Ça s'arrête maintenant. » La voiture de Rachel s'est arrêtée derrière celle de Walt, et elle s'est approchée, l'uniforme impeccable sous son manteau d'hiver. Les yeux de papa sont sortis de leurs orbites. « Qui est-ce » ? « Capitaine Rachel Monroe, » a-t-elle dit. « Corps du juge avocat général. Je conseille mademoiselle Carter. » Papa a cligné des yeux. « Le JAG, pourquoi? C'est une affaire de famille. » « Non, » a dit Rachel. « C'est une affaire juridique, et vous êtes en violation des lois sur la propriété. » Le sang a déserté le visage de papa. Evan a reculé, soudainement incertain.
Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose changer. Pas la victoire, pas la vengeance, quelque chose de plus stable, le contrôle. Pendant un long moment, personne n'a rien dit. Le vent soufflait à travers les pins, les moteurs tournaient au ralenti, et mon souffle formait de petits nuages blancs devant mon visage. Je pouvais sentir mon cœur battre sous ma veste, mais ma voix, quand j'ai finalement parlé, était ferme. Tu as amené un agent immobilier, ai-je dit à mon père, et un serrurier sur ma propriété. Papa a essayé de retrouver son assurance, son ton oscillant entre le choc et la colère comme toujours. Nous essayons de réparer une erreur, a-t-il dit. Tu as acheté quelque chose qui était destiné à ton frère. Tu le savais. J'ai penché la tête. Non, je ne le savais pas. Je n'ai jamais su qu'Evan voulait cet endroit. Je ne savais même pas que tu en connaissais l'existence. Je l'ai trouvé en ligne comme n'importe quel autre acheteur. Je l'ai payé avec mon argent. J'ai signé l'acte de propriété. Tu m'as exclu de Noël et tu as ensuite décidé que tu pouvais encore dicter où je dois vivre. Sa mâchoire s'est contractée. Ne déforme pas les choses. Tu fais toujours ça, Olivia. Tu te fais toujours passer pour la victime. Derrière lui, Evan s'est moqué. Tu l'as volé, Liv. Tu as entendu papa. J'avais des projets. Tu savais que je cherchais un nouveau départ. J'ai regardé mon frère. Vraiment regardé. Le même homme enfant que j'avais tiré d'affaire trop de fois. Les épaules affaissées sous une belle veste qu'il n'avait pas payée. Les yeux fuyants entre moi et notre père, attendant que quelqu'un d'autre répare le désordre. Ce que je sais, ai-je dit doucement, c'est que tu as raté ton délai de financement. La banque l'a repris. C'était sur le marché libre. Tu n'as pas perdu de terre familiale, Evan. Tu as perdu un mauvais prêt. Son visage est devenu rouge. Tu penses que tu vaux bien mieux que nous parce que tu mets un uniforme et que tu as appris quelques grands mots à l'école de droit. Ça suffit, a dit Rachel en s'avançant à mes côtés. Monsieur Carter, votre fille est la propriétaire légale de cette propriété. Vous avez amené un serrurier ici sous de faux prétextes. Cela seul pourrait être interprété comme une tentative d'effraction. L'agent immobilier a dégluti. Je n'étais pas au courant de tout cela. Mademoiselle Carter, je suis vraiment désolée. Je ne devrais même pas être sur place sans votre consentement. Il a soulevé son porte-bloc. Considérez que je suis partie. Papa s'est retourné contre lui. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous avions un rendez-vous. Ce que vous aviez, a répondu soigneusement l'agent immobilier. C'était une fausse déclaration de propriété. Je ne participerai pas à cela. Il a cligné des yeux vers moi, presque en s'excusant, puis s'est dépêché de retourner à sa voiture et s'est éloigné. Le serrurier s'était déjà glissé dans sa camionnette. Un instant plus tard, la poussière s'est soulevée derrière lui alors qu'il battait en retraite sur la route. Maintenant, ce n'était plus que nous, la famille et la loi se tenant entre nous comme un mur silencieux. Walt a ajusté son chapeau. Monsieur Carter, Madame Carter, Monsieur Evan Carter, vous avez été informé que vous ne possédez pas ce ranch. On vous a dit de partir. Si vous persistez à essayer d'entrer ou à interférer avec la propriété de Mademoiselle Carter, nous passons sur le territoire pénal. Je préférerais ne pas avoir à faire ça. Linda a finalement retrouvé sa voix. Nous avons tout donné à nos enfants, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous avons fait des sacrifices. Cette terre était censée aider Evan à se remettre sur pied. Vous ne m'avez pas donné grand-chose, ai-je dit. Pas cruellement, juste en énonçant un fait. Vous avez oublié mes anniversaires. Vous n'êtes pas venu à ma remise de diplôme du camp d'entraînement. Vous n'êtes pas venu me rendre visite quand j'étais à l'hôpital après cet accident d'entraînement. Mais vous vous attendez à ce que je vous remette le seul endroit que j'ai jamais possédé parce que vous avez fait des promesses que vous ne pouviez pas tenir. Le visage de papa s'est tordu. Oh, nous y voilà. Il a dit « Ton service, ton sacrifice. Tu crois que tu es une sorte de héros? Tu crois que ça veut dire que tu mérites tout? » Non, ai-je dit. Je pense que cela signifie que je mérite le même respect fondamental que celui que vous accordez à mon frère pour ne rien faire. Evan s'est approché du portail.
Tu as toujours cru que tu valais mieux que nous, a-t-il craché, à défiler dans ses uniformes, à me prendre de haut, à envoyer de l'argent comme si tu étais une sorte de sauveur. Cet endroit est ma chance de prouver enfin que je peux faire quelque chose. Je l'ai fixé. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait avec ton propre prêt, ton propre argent, tes propres efforts? Pourquoi faut-il toujours que quelqu'un d'autre paie pour ta chance? Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Walt s'est raclé la gorge. J'ai lu le dossier de saisie, a-t-il dit. Evan, vous avez manqué 3 échéances de paiement sur votre accord initial. La banque vous a accordé une prolongation. Vous l'avez encore raté. Ce n'est pas la faute de votre sœur. Papa a tourné brusquement la tête vers Walt. Vous n'aviez pas le droit. Tout est dans les registres publics, a répondu Walt. Vous voulez parler de droit? Nous pouvons parler de droit, mais la fin de cette conversation ne vous plaira pas. Papa m'a regardé à nouveau, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose derrière la fureur. La peur. Pas seulement la peur des conséquences légales, mais la peur de perdre quelque chose de plus profond. Le contrôle. La capacité de décider quel enfant comptait le plus. Tu as toujours été têtu, a-t-il dit, tout comme ta mère. C'est la chose la plus gentille que tu aies dite sur moi depuis des années, ai-je répondu. Un muscle a tressailli sur sa joue. Rachel a sorti un dossier de son sac et l'a brandi. Voici une copie certifiée conforme de l'acte de propriété au nom de Mademoiselle Carter, a-t-elle dit. Voici le contrat d'achat, les documents de clôture et la décharge de la banque. Si l'un de vous tente de contester cette propriété sans base légale, vous vous exposerez à des demandes reconventionnelles et à des dommages et intérêts. Papa n'a pas pris le dossier. Il l'a juste foudroyé du regard. Et elle a continué. Nous avons beaucoup de documentation. Elle a fait un geste vers le poteau où se trouvait ma caméra. Le système de sécurité de Mademoiselle Carter a enregistré votre arrivée avec un serrurier et un agent immobilier ce matin. Audio et vidéo. Evan a pâli. Tu nous as enregistrés? J'ai levé mon téléphone. J'enregistre tout sur ma propre terre. C'est ce que font les propriétaires responsables. Walt a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai vu les images. Si cela va au tribunal, rien de tout cela ne s'annonce bien pour vous. Papa a secoué la tête, l'incrédulité frôlant la panique. Nous sommes une famille. Tu ne nous traînerais pas devant un tribunal. Tu as amené un inconnu pour changer mes serrures, ai-je dit. Tu as essayé de partir avec ma maison comme si c'était un outil dans ton garage. Dis-moi encore à quoi est censée ressembler une famille. Les épaules de Linda se sont affaissées. Nous ne savions pas que ça irait si loin, a-t-elle murmuré. C'est bien ça le problème, ai-je dit. Vous ne pensez jamais que ça ira si loin parce que vous avez l'habitude que je cède, que je plie, que je fasse un autre chèque, que j'encaisse une autre insulte, que je ravale une autre fête seule pour que vous n'ayez pas à être mal à l'aise. Papa a expiré une brume blanche dans l'air froid du matin. Tu réagis de manière excessive. Nous essayons juste de réparer une erreur. Vous essayez de réparer votre erreur en faisant mon problème, ai-je dit, et j'ai fini de faire ça. La voix d'Evan tremblait. Papa m'a promis cette terre. Il a dit qu'il m'aiderait à l'obtenir. Il a dit qu'elle était pratiquement à moi. Votre père vous a promis quelque chose qu'il ne possédait pas, a dit Rachel. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de la propriété. Il a regardé papa, trahi. L'espace d'une seconde, l'illusion de l'enfant chéri s'est fissurée et j'ai vu le garçon effrayé sous les exigences. Tu as dit, a-t-il commencé. J'ai dit que je prendrais soin de toi, a rétorqué papa. Et j'essaie, si ta sœur voulait bien arrêter de jouer au soldat avocat ici dans les bois. J'ai arrêté de jouer il y a des années, ai-je dit. J'ai pris soin de moi et, franchement, de vous tous. Le silence est retombé. Le soleil avait maintenant franchi la crête, projetant de la lumière sur la neige. Elle miroitait sur le métal du portail, sur les insignes sur la poitrine de Walt, sur le petit insigne sur le col de Rachel. Le monde semblait soudainement très clair. J'ai pris une grande inspiration et je me suis approchée de la clôture, assez près pour que papa doive me regarder en face. « Tu ne m'as pas invitée à Noël », ai-je dit doucement.
Tu as décidé que je n'avais pas ma place à ta table. C'était ton choix. Mais tu t'es senti en droit de vous inviter chez moi, sur ma terre, dans mon avenir. Il a tressailli. Ce portail, ai-je dit en posant légèrement ma main sur le métal, ne concerne pas seulement la propriété. Il s'agit de limites. Tu ne peux pas prétendre que je n'existe pas quand ça t'arrange, et ensuite traiter ma vie comme une casse quand tu as besoin de quelque chose. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour une fois, il n'avait pas de réplique cinglante. Walt a regardé sa montre. Monsieur Carter, je vais vous demander une dernière fois de quitter cette ligne de propriété volontairement. Si vous revenez avec un autre serrurier, un autre agent immobilier, ou n'importe qui d'autre avec des outils au lieu de bonnes intentions, je vous attendrai, et je ne serai pas seule. Papa a regardé Walt, puis Rachel, puis moi. Il y avait quelque chose comme du calcul dans ses yeux, mais en dessous, j'ai entrevu autre chose. La vieillesse. Il paraissait soudainement plus vieux que son âge, usé par un orgueil obstiné et de mauvaises décisions. Nous n'avons pas fini, a-t-il marmonné. Non, ai-je dit, nous n'avons pas fini. Mais à partir de maintenant, nous traitons l'un avec l'autre honnêtement, et sur un pied d'égalité. Evan a donné un coup de pied dans la terre. Ce n'est pas juste, a-t-il marmonné. C'est la première chose juste qui se soit produite depuis longtemps, ai-je répondu. Enfin, papa s'est détourné. Linda a suivi, s'épongeant les yeux. Evan s'est attardé un instant de plus, regardant au-delà de moi vers la maison, la grange, la ligne d'arbres. Puis, il est monté dans la camionnette. Alors que leur véhicule s'éloignait sur la route, le grondement s'est évanoui dans le lointain, remplacé par le silence familier du ranch. Seulement cette fois, le silence ne ressemblait pas au vide. Il ressemblait à une ligne tracée. Je suis restée au portail longtemps après que leur camionnette a disparu au virage. Le froid mordait mes doigts, mon souffle était toujours saccadé. La neige sous mes bottes était durement tassée, la terre gelée, tout comme le silence qui s'était installé dans le sillage de la retraite de mon père. Le shérif Walt est resté à côté de moi, les mains dans les poches de son manteau, regardant la route comme s'il s'attendait à ce qu'ils reviennent. Ils reviendront, a-t-il dit après un moment. Les gens qui se croient tout permis n'abandonnent généralement pas après un seul essai. Mais maintenant, ils savent que ce n'est pas une cible facile. J'ai hoché la tête, bien qu'un nœud se soit serré dans mon estomac. Je ne pensais tout simplement pas qu'ils iraient si loin. Walt m'a lancé un regard compatissant. Vous seriez surprise de voir ce que les gens font quand l'orgueil se mêle au désespoir. Il a fait une pause, et aux promesses. Le mot promesse est resté suspendu dans l'air. Evan avait vécu toute sa vie sur des promesses que mon père avait faites et rarement tenues. Ce schéma l'avait protégé et détruit tout à la fois. Rachel s'est approchée. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, a-t-elle dit. Mieux que la plupart des civils ne l'auraient fait, mieux que beaucoup de militaires, franchement. Je ne me sentais pas calme, ai-je admis. C'est généralement comme ça qu'on sait qu'on l'était. Elle a regardé vers la lisière des arbres. Mais ce n'est pas fini. Ils sont venus avec l'intention de pénétrer illégalement. C'est sérieux. Walt a hoché la tête. Je vais déposer un rapport d'incident officiel pour intrusion. Les traces écrites sont importantes. S'ils essaient à nouveau, j'aurai l'autorité pour agir rapidement. Merci, ai-je dit. Je ne le fais pas pour vous, a dit Walt avec un léger sourire. Je le fais parce que j'aime la paix dans le coin, et votre famille semble y être allergique. Ça m'a presque fait rire. Rachel, par contre, avait repris son visage d'avocate. Olivia, s'ils poursuivent une quelconque réclamation, aussi infondée soit-elle, je t'aiderai à répondre. Mais je parierais qu'ils sont trop embarrassés pour essayer. Je voulais la croire. Je voulais croire que ce chapitre insensé de ma vie se refermait. Mais au fond de moi, je savais que non. Mon père n'était pas du genre à panser ses plaies et à s'en aller. Il était du genre à recharger et à réessayer. 2 jours se sont écoulés avant le contact suivant. J'étais en train de réparer une planche mal fixée dans la grange quand mon téléphone a vibré. Un SMS de Linda. Pas de papa, pas d'Evan. Pouvons-nous, s'il te plaît, parler? C'est urgent. J'ai fixé le message,
ne sachant pas comment répondre. J'ai choisi de ne pas le faire. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, un deuxième appel, puis un troisième. Quand le quatrième est arrivé, j'ai répondu par pure exhaustion. Olivia, a dit papa immédiatement, tu dois arrêter toute action en justice que tu entreprends contre nous. Je n'ai intenté aucune action en justice, papa. Eh bien, le shérif Hensley a déposé quelque chose. Il a déposé un rapport pour intrusion, ai-je dit calmement, parce que vous vous êtes introduit sans autorisation. Papa a soufflé avec colère. C'est inutile, complètement inutile. Nous voulons juste parler. Tu voulais parler? Ai-je répondu. Tu aurais dû appeler avant d'amener un serrurier à mon portail. Ce serrurier est venu de son propre chef, a menti papa. J'ai ri doucement. Papa, l'interaction entière est en vidéo. Silence. Puis il a foncé tête baissée. Très bien. Nous avons fait une erreur. Mais Evan a des ennuis. De vrais ennuis. Il a besoin d'un endroit et il pense, à juste titre, que cette terre aurait dû être sa chance d'un nouveau départ. Et qu'en est-il de mon nouveau départ? Ai-je demandé doucement. Pourquoi votre bonheur et celui d'Evan est-il toujours quelque chose que je suis censée sacrifier? Encore du silence. Puis, d'une voix plus rauque qu'avant, il a dit « Parce que tu peux gérer les choses. Lui ne le peut pas. » Ah, la vieille vérité. La règle tacite de notre famille. J'étais celle sur qui on pouvait compter. Evan était le fragile. Par conséquent, c'était mon travail de plier. Papa, ai-je dit gentiment, tu nous as élevés tous les deux. Si Evan ne peut pas gérer la vie, ce n'est pas ma faute. Et voler ma propriété n'est pas une solution. Ce n'était pas du vol, c'était... Je l'ai interrompu, et ça l'est toujours. Sa voix s'est brisée sous la frustration à nouveau. Tu es dramatique. Les familles résolvent les choses ensemble. Vraiment? Ai-je dit, parce qu'aux dernières nouvelles, tu as résolu Noël en m'excluant. Il a inspiré brusquement. Nous avons déjà expliqué ça. Non, ai-je dit, tu ne l'as jamais expliqué. Tu espérais juste que je ferais comme si ça ne s'était pas produit. La ligne est devenue silencieuse. Quand il a parlé à nouveau, sa voix avait baissé d'un ton. Très bien. Viens nous voir. Parlons-en face à face. Je ne vais pas conduire 2 heures pour une autre embuscade, ai-je dit. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Je pouvais presque l'entendre grincer des dents. Nous voulons que tu transfères la propriété à nos noms à tous. Juste temporairement, jusqu'à ce qu'Evan se stabilise. Un silence plus froid s'est installé entre nous. Non, ai-je dit. Papa a explosé. C'est égoïste. C'est cruel. Nous essayons d'aider ton frère et tu agis comme une sorte de... J'ai mis fin à l'appel. Pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Ce soir-là, la neige est revenue, de gros flocons dérivant comme des plumes du ciel. Je me suis assise sur le porche avec une tasse de café, enveloppée dans une épaisse couverture, regardant le monde silencieux s'adoucir. Le ranch semblait à nouveau paisible, mais mon téléphone a vibré, brisant le calme. Un message vocal de Linda. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture. Sa voix était tremblante. Olivia, ton père ne dit pas la vérité. Evan est dans de plus gros ennuis que tu ne le sais. Ses dettes, son alcoolisme, les gens à qui il doit de l'argent. Ils ont fait pression sur ton père. Il pensait que si Evan obtenait la terre, il pourrait l'utiliser comme garantie. Ton père a fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il est embarrassé, mais il a peur, aussi. Elle a reniflé. Rien de tout cela n'excuse ce qu'ils ont fait, mais je pensais que tu devais savoir. Je suis restée là, immobile, ma tasse refroidissant dans mes mains. Des dettes, de la pression, une garantie. Un fils qui se noie, un père qui fait des choix désespérés et stupides, et une fille qui avait déjà passé une décennie à être le radeau de sauvetage de tout le monde. Je n'étais pas en colère à ce moment-là. J'étais fatiguée, tellement fatiguée. Le lendemain matin,
J'ai retrouvé Walt au poste pour finaliser le rapport d'intrusion. Il a lu la transcription de mes enregistrements, surlignant certaines parties. Votre père ne comprend pas dans quel pétrin il se met, a-t-il dit. S'il continue comme ça, il fera face à de réelles conséquences. Je ne veux pas qu'il soit arrêté, ai-je dit doucement. Je sais, a répondu Walt. Mais parfois la loi est la seule chose que les gens têtus respectent. Il a signé le rapport et m'en a tendu une copie. Vous êtes en sécurité maintenant. Ils ne peuvent pas toucher à votre terre. Mais je ne pensais pas à la terre. Je pensais au garçon qu'Evan avait été, celui qui me demandait de lui lire des histoires le soir, celui qui m'avait fait un collier de macaroni en CE1 et disait que j'étais sa meilleure sœur, le garçon qui s'était perdu quelque part en cours de route, et le père qui s'était perdu, lui aussi. Walt, ai-je dit doucement, s'ils reviennent, que se passe-t-il alors? Il m'a lancé un regard calme et rassurant. Alors, nous gérons ça ensemble? J'ai expiré lentement. La tempête n'était pas passée. Pas encore. Mais quelque chose à l'intérieur de moi changeait, s'apaisait. Il ne s'agissait plus seulement de la propriété de la terre. Il s'agissait de la propriété de ma vie, de mes limites, de mon avenir. Un avenir que je défendrais. Un avenir que je croyais enfin mériter. Les jours qui ont suivi le dépôt du rapport d'intrusion ont été étrangement calmes. Trop calmes. Je m'étais habituée à vérifier mes caméras, à jeter un œil à la route à chaque fois que des phares clignotaient, à attendre la prochaine confrontation. Mais rien ne s'est passé. Pas d'appel, pas de camion, pas de serrurier. Juste l'hiver s'installant plus profondément sur le ranch, recouvrant les poteaux de clôture de glace et d'une neige blanche et lourde. Je me suis accordé un petit soupir de soulagement, mais la guérison vient rarement dans le silence. Elle survient lorsque quelqu'un trouve enfin le courage de parler. Ce moment est arrivé une semaine plus tard. J'étais en train de réparer une charnière lâche sur la porte de la grange quand j'ai entendu des pneus crisser sur la neige. Ma poitrine s'est serrée. J'ai essuyé mes gants sur mon jean et je suis sortie dans le pâle soleil de l'après-midi. Ce n'était pas le camion de papa. C'était celui d'Evan. Il est sorti lentement, les mains fourrées dans les poches d'une veste qui avait l'air d'une taille trop grande pour lui, probablement empruntée. Il n'a pas claqué la porte, ne s'est pas avancé vers moi avec une fausse assurance. Il est juste resté là à fixer le sol, laissant échapper un long nuage de souffle gelé. « Salut, Liv », a-t-il dit doucement. « Pas Olivia, pas « tu as volé ma terre », juste « salut ». « Salut », ai-je dit, tout aussi prudente. « Papa sait que tu es là ?» Il a secoué la tête. « Non, il serait en colère que je sois venue seule. »« C'est probablement bon signe, » ai-je dit. Un faible sourire a tressailli au coin de sa bouche, avant de s'effacer à nouveau. Il a donné un coup de pied dans un morceau de glace près de sa botte. « Je peux te parler ?» a-t-il demandé. « Sans le shérif, sans ton avocate. Juste nous. » Je l'ai étudié attentivement. Il n'était ni sur la défensive, ni en colère. Il avait l'air pluvieux, d'une certaine manière, fatigué, vaincu, et effrayé par l'espace qui nous séparait. Ça a adouci quelque chose en moi que je ne savais pas encore capable de s'adoucir. « Ouais, » ai-je dit, « on peut parler. » Nous avons marché vers le porche et nous nous sommes assis sur la marche du haut. Les planches ont grincé sous notre poids et l'air froid a mordu nos oreilles. Evan s'est frotté les mains, a pris une profonde inspiration et a dit « J'ai foiré. Je ne l'ai pas pressé. Je ne l'ai pas secouru avec des mots. Je l'ai juste laissé parler. » Il gardait les yeux baissés sur la neige. J'ai vraiment essayé d'acheter cet endroit. Vraiment. Quand le promoteur a parlé de construire des chalets par ici, je me suis dit que je pourrais peut-être en gérer un ou aider à gérer les locations. Quelque chose de stable. Quelque chose de vrai. Il a dégluti. Mais le prêt a capoté. Mon crédit est terrible. Je ne l'ai pas dit à papa. Je continuais juste à dire que tout allait bien parce que, eh bien, je ne voulais pas le décevoir à nouveau. Ma gorge s'est serrée. Evan. Il a secoué la tête.
Laisse-moi sortir ça. Son souffle a un peu tremblé. Quand tu l'as acheté, j'ai paniqué. Pas parce que je pensais que tu essayais de voler quoi que ce soit. J'ai juste vu la dernière chose à laquelle je m'accrochais s'évanouir. Et papa, il a laissé échapper un rire sans humour. Papa m'a dit que c'était à toi de me le donner, que tu ferais ce qu'il fallait, comme tu le fais toujours. Ce qui veut dire, ai-je dit doucement, qu'il s'attendait à ce que je me sacrifie à nouveau. Evan a hoché la tête, misérable. Et je l'ai laissé faire, parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais encore échoué. Un long silence s'est étiré entre nous, rempli seulement par le doux bruissement du vent à travers les branches nues. Finalement, il a murmuré « Je suis désolé, Liv, pour tout ça. Les cris au portail, le serrurier, les accusations. Tu ne méritais rien de tout ça. » J'ai cligné des yeux pour retenir une piqûre inattendue de larmes. Je m'étais préparée à la guerre, pas à des excuses. J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit doucement. Vraiment. Il a levé les yeux, les bords rougis. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes du jour au lendemain. Je ne voulais juste pas que tu penses que je te détestais. Ce n'est pas le cas. Je ne t'ai jamais détesté. Il a hésité. J'étais jaloux. Tu es sorti dans le monde. Tu as fait quelque chose de ta vie. Tu as survécu à des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Papa a toujours agi comme si tu n'en faisais pas assez. Mais pour moi, tu en faisais toujours trop. Trop forte, trop stable. Ça me faisait me sentir tout petit. Son honnêteté a frappé plus fort que sa colère ne l'avait jamais fait. J'ai expiré lentement. Evan, j'ai passé des années à essayer de porter cette famille, à essayer d'être assez forte pour tout le monde. Et je crois que j'ai oublié qu'être forte ne signifie pas laisser les gens me marcher dessus. Ouais. Il s'est essuyé le nez avec sa manche. Je comprends ça maintenant. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil touche la cime des pins et transforme la neige en un or pâle. Finalement, j'ai dit, si tu veux un nouveau départ, je t'aiderai. Mais pas en donnant ma terre, pas en laissant papa faire des choix pour moi. Nous le ferons de la bonne manière. De la bonne manière? A-t-il répété doucement. J'aimerais bien ça. Il s'est levé, a hésité, puis m'a attiré dans une étreinte rapide et maladroite. Une étreinte dont il avait plus besoin que moi. Quand il est parti, j'ai regardé son camion jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la crête. La tension dans ma poitrine s'est relâchée pour la première fois depuis la veille de Noël. Papa a été plus lent à revenir à la raison. L'orgueil ne dégèle pas facilement. Mais environ un mois plus tard, après que la neige a fondu en ruisselets boueux à travers la propriété, il s'est pointé. Pas de serrurier, pas d'agent immobilier, pas d'entourage. Juste lui. Un homme qui avait soudainement l'air plus vieux, plus petit, incertain. Je ne l'ai pas invité à l'intérieur. Nous sommes restés sur le porche, deux carters têtus, finalement forcés de faire face à la vérité. « J'ai mal agi avec toi », a-t-il dit sans préambule. « Avec vous deux. Je croyais aider Evan à survivre, mais tout ce que je faisais, c'était lui apprendre que quelqu'un réparerait toujours ses erreurs. » J'ai croisé les bras. « Et qu'est-ce que tu me m'apprenais ?» Il a tressailli. « Que tu comptais moins. Que ta force signifiait que tu n'avais besoin de rien. Je vois maintenant à quel point c'était mauvais. Je vois beaucoup de choses maintenant. » Il a changé de position en se raclant la gorge. « Linda insiste pour qu'on aille en thérapie. Je vais y aller. » Cela m'a prise de court. Mon père en thérapie. Il a laissé échapper un souffle. « Je ne m'attends pas à ce qu'on me pardonne, mais j'aimerais avoir une chance de construire n'importe quelle relation que tu es prête à avoir. » Je l'ai étudié. L'homme qui m'avait élevé imparfaitement, qui m'avait profondément blessé, mais qui faisait enfin un pas vers la réconciliation au lieu de s'en éloigner. Des limites, ai-je dit simplement. C'est ce dont j'ai besoin. Il a hoché la tête. Je peux faire ça. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Le printemps est arrivé. La neige a cédé la place au verre. Le ranch ressemblait moins à une forteresse et plus à un foyer. Evan venait parfois nous rendre visite, aidant à réparer le toit de la grange ou à déblayer les branches tombées. Papa appelait avant de passer. Linda envoyait du pain fait maison. Ce n'était pas parfait.
Ce n'était pas une fin de film, mais c'était vrai. Le dimanche de Pâques, j'ai organisé un petit dîner au ranch. Rien d'extravagant. Du jambon, des pommes de terre et une tarte dont Rachel plaisantait qu'elle était à 90% de croûte et à 10% de garniture. Nous nous sommes assis autour de la table, mal à l'aise au début, puis plus détendus. Et pour la première fois, j'ai senti une chaleur s'installer en moi. Pas le triomphe, pas la vengeance. La paix. Alors que je regardais le soleil se coucher sur mes terres ce soir-là, peignant les champs dans des tons d'or et de rose, j'ai réalisé quelque chose. Une famille ne guérit pas d'un seul coup. Elle guérit par étapes, par des excuses, par des limites respectées et non ignorées, en choisissant de faire mieux que la veille. Ce ranch avait commencé comme une échappatoire, un acte de défi, mais c'est devenu quelque chose de plus, un endroit où j'ai appris que me protéger ne signifiait pas fermer la porte pour toujours. Le pardon ne signifiait pas l'oubli, et la réconciliation n'exigeait pas la capitulation. Elle exigeait l'honnêteté. Si vous écoutez ceci, où que vous soyez, j'espère que vous vous souviendrez d'une chose. Vous avez le droit de tracer une ligne. Vous avez le droit de protéger votre paix. Et vous avez le droit de ne laisser revenir les gens que lorsqu'ils le méritent. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Dites-moi d'où vous écoutez et sachez que vous êtes les bienvenus à ma table à tout moment. All. Oh my god. Hi, The journey has been Paul. long and perilous, but so have been the rewards. Pete, how have you been? Thank you so much for the 1 year? No wait. The 17 months, but 1 year streak. Thank you, Pete. Thank you, thank you. How have you been? Favorite couples, really? I think my favorite is Zach and Aerith. They're my favorite couple. I love them. They're so cute. And it's cool because I know their Japanese voice actors are they're like married IRL. Okay, nothing here. I think it was this one that was a resting spot. Yeah. Honestly, kind of a good thing I went back. Made some good XP. I probably should have used my tent. Actually. Dragon Quest 5 and Bianca. I've never played any of the Dragon Quest games. Paul. Oh my gosh, Paul. Is that true, Grant? Is that why you've been grumpy? Eleven has Jade. I'm assuming she's a baddie.
No! Hi, Riven! It's super rare to get a couple that's already together before the game starts. Yeah. Especially as like a main... Like, as main characters, yeah, I agree. Welcome home, good hunter. Welcome in, thank you so much for the follow, welcome. Yes. Wait, how many Dragon Quest games are there? Holy crap. $11? Okay, Edge is finally learning to not die. This is good. This is progress. Okay, what level is he now? 36. Okay, yeah, he's slowly catching up. This is like the perfect party. No, I already got it. Fuck. Hmm?
Didn't I come from this way? I'm so confused. This is where I came from, though. Maybe I was supposed to go straight down instead. Oh gosh. Yeah, I think I was supposed to go the other way.